Merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet. La mission est beaucoup plus difficile après la présentation remarquable de mon collègue qui a parlé des nouveautés des biomarqueurs dans le diagnostic de pathologie fongique, parce que moi, je voulais vous convaincre qu'avec des méthodes traditionnelles du siècle dernier, qu'on peut aussi faire de diagnostics plus ou moins précis, pas pour remplacer les méthodes de laboratoire, on est complémentaires, je peux dire. Donc, j'espère pouvoir vous convaincre qu'avec des méthodes traditionnelles, on peut aussi faire de diagnostics de maladies inflammatoires tropicales. Là, juste. Donc, vu qu'on n'en a pas, on ne voit pas de patient, je commence avec un cas clinique. C'est un complexe. Donc, un patient qui arrive à l'hôpital, il a 35 ans, il a des antécédents de méningite compliquée d'une surdité partielle, avec un antécédent chirurgical d'une perforation colique suite à une plaie barbale. Et il est transféré d'un CDPS, c'est un centre de prévention et de soins qui se trouve dans les communes isolées, lointaines de littoral, et avec un syndrome grippal long depuis plusieurs mois, une altération de l'état général, une perte de 25 à 20-25 kg, avec une découverte récente d'un statut VIH et un CD4 très bas à 53 cellules par millimètre cube. On découvre aussi une syphilis en parallèle qui a été traitée. Donc, il arrive à l'hôpital de Cayenne aux urgences avec un état fébrile, une opinie, avec une polyadénopathie à la fois palpable au niveau cervical, au niveau axillaire, mais également à l'imagerie médiastinale et pulmonaire. Et au bilan biologique, il y avait une pancytopénie et un syndrome inflammatoire avec un CRP à 50. Et également, dans le scanner, on fait un scanner pour voir s'il y a d'autres foyers infectieux et également pour confirmer les adénopathies profondes. Donc, devant ce tableau, l'anapathe, nous, on est lié souvent à la cancérologie. Donc, on reçoit un ganglion lymphatique axillaire droit et sur la demande d'examen, c'est écrit « éliminer une hémopathie maligne », c'est-à-dire un lymphome. Donc, on reçoit ce ganglion lymphatique qui fait environ 2 à 3 cm, un ganglion lymphatique, une structure ronde, avec une capsule qui est bien limitée. Il n'y a pas d'infiltration à ce grossissement en dehors du ganglion et le île ganglionnaire qu'on voit le vaisseau qui est à droite. Au plus fort grossissement, on voit que l'architecture est complètement effacée et elle est remplacée. Un ganglion, je vous rappelle, qui a des follicules lymphoïdes hyperplasiques avec un centre germinatif avec des cellules tangibles pour pouvoir phagocyter les débris cellulaires et parfois des agents pathogènes. Ici, l'architecture est complètement effacée et remplacée par une structure plus ou moins ronde ou ovale, comportant de nombreuses cellules. Comme vous voyez, les cellules sont roses. C'est des cellules qu'on appelle les cellules épithélioïdes. Et les cellules épithélioïdes, c'est des cellules qui viennent des macrophages ou des histiocytes. Nous, on n'en a pas, on aime bien distinguer les macrophages des histiocytes. Les macrophages, c'est dans un liquide, comme un LBA ou une ponction pleurale ou acide. Et on dit histiocyte quand les macrophages rentrent dans le tissu. Ça vient d'histologie, donc histiocyte. Donc les histiocytes, quand parfois ils sont activés, donc ils deviennent plus gros, plus eosinophiles. Et on dit que c'est des macrophages des histiocytes activés. Et de temps en temps, comme dans la flèche ici, on voit des cellules géantes multinucléées. Ça fait l'effet de fusion de plusieurs cellules épithélioïdes. Et en plus, en périphérie, on va voir des cellules avec un cytoplasme clair, c'est également des macrophages ou des histiocytes qui sont un peu moins, on va dire, activés.
la même chose avec un plus fort grossissement. Les cellules que vous voyez en rose, c'est les cellules épitélioïdes. Les cellules en blanc avec les noyaux poussés en périphérique, c'est les histiocytes qui phagocytent normalement soit un agent pathogène, soit des débris cellulaires. Plus étonnant, en périphérique, là on se trouve devant une structure qui est arrondie et qui est centrée par un matériel eosinophile amorphe que nous on n'en a pas, on l'appelle la nécrose. Et quand la nécrose ne comporte pas de cellules, on l'appelle nécrose casieuse. Parce que s'il y avait des cellules, des polygontrophies de lymphocytes, ça devient une nécrose inflammatoire. Donc ici, on l'appelle une nécrose casieuse. Donc, là, il n'y a pas de surprise. Idée de diagnostic, qu'est-ce qu'on fait devant ce cas? Nous, en laboratoire, on a un granulome qui a des cellules épitélioïdes et des cellules géantes multinucléées avec une nécrose casieuse. Première chose qu'on va penser, c'est tuberculose. Donc, on va faire une coloration, c'est la coloration de Ziel-Nielsen. Et si vous me croyez sur parole, elle était négative. Donc, il n'y avait pas de barre, pas de bacilles acido-alcoolo-résistants. Donc, on est bien équipé dans le service. On va faire une coloration encore spéciale. Ça s'appelle la coloration de Gomori-Grocott. C'est au référent d'un médecin hongrois qui a bien établi le siècle dernier. Et c'est une réaction chimique qui fait que si on a un agent fongique, il y a une réaction avec la capsule polysaccharide des aliments fongiques et les éléments fongiques vont être colorés en noir. Et donc, on voit de très, très, très nombreuses levures qui sont souvent intracellulaires dans les macrophages qui sont moins activés dans les macrophages en cytoplasme blanc, mais également dans les cellules épitélioïdes, mais même parfois en extracellulaire. Donc, comment on fait? Nous, on n'en a pas. On n'a pas d'anticorps spécifiques. On n'en a pas, malheureusement, en immunohistochimie ou en coloration spéciale qui nous permettent de déterminer le type exact d'une infection fongique. Donc, on va se baser sur la morphologie. On va se baser sur la morphologie globale. Est-ce que c'est de levure ronde? Est-ce que c'est ovale? Est-ce qu'il y a un bourgeonnement ou non sur la levure principale? Et également sur la présence ou le type de coloration spéciale qui nous permettent de faire le diagnostic. Donc, tout est morphologique et ça dépend d'une certaine expérience. Ici, c'est des levures qui font entre 2 et 6 microns, qui sont ronds avec un petit bourgeonnement. Ils ont une localisation globalement intra-macrophagique, donc c'est plutôt des levures d'histoplasma capsulatum var capsulatum. Le même patient, quelques jours plus tard, on reçoit une biopsie de moelle osseuse et le moelle osseuse est très très riche. On retrouve exactement les mêmes cellules épitélioïdes avec un cytoplasme rose. C'est très 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 riche. Il n'y a presque plus de cellules adipocytes ni des travées osseuses. Donc c'est une réaction inflammatoire très dense. Et en faisant la même coloration, même au faible grossissement, on peut distinguer les levures. Et au fort grossissement, on trouve également les mêmes levures qui sont mesurées avec un scanner de lame. Et on se trouve avec des levures qui font entre 2 et 6 microns. Donc, on conclut qu'il s'agit d'une histoplasmose disséminée. Donc, comme vous le savez, l'histoplasmose est un champignon dimorphique. On le trouve en phase filamenteux dans l'environnement, mais chez l'homme, dans le tissu, il n'est qu'en phase levure. Et nous, ça nous permet, on n'a pas déjà de faire le diagnostic différentiel. Si on a des filaments, c'est déjà pas une histoplasmose. Il n'y a pas de transmission entre humaines et le réservoir environnemental, c'est souvent les oiseaux et en Guyane, c'est aussi les chauves-souris. Comme vous le savez qu'il y a 2 types d'histoplasmose. Nous, ce qui nous intéresse en Guyane, c'est l'histoplasmose américaine, histoplasma capsulatum var capsulatum, qui, chez les patients immunocompétents, c'est une infection souvent asymptomatique ou une infection pulmonaire bénigne, mais plus rare. Il y a aussi des cas d'infection pulmonaire grave. Et chez les patients immunodéprimés, c'est jusqu'à 15 fois
ils sont plus que 15 fois susceptibles de développer une forme disséminée de la maladie et d'avoir même une mortalité assez élevée, et surtout chez les patients qui sont un CD4 inférieur à 200 cellules par millimètre cube. Donc, une étude qui a été faite en Guyane qui montre que l'histoplasmose disséminée est la première cause de mortalité chez les patients VIH, avec une incidence annuelle de environ 15 cas par 1000 personnes infectées par le VIH. Si on revient en anapathe, c'est quoi, comment on voit l'histoplasme en anapathe? C'est des levures qu'ils font encore, enfin, je rappelle, 2 à 6 microns avec des petits bourgeons, normalement colorés en rouge-violet avec un halo clair par la coloration de PAS, une autre coloration que je n'ai pas montrée ici, qui s'appelle le periodic acid Schiff, et une coloration brun-noir avec la coloration Gomori Groscotte. Donc, nous avons repris une étude rétrospective dans le laboratoire d'anapathe de Cayenne entre 2005 et 2020, et nous avons identifié 202 échantillons dont 82% étaient chez des patients séropositifs VIH et 9% chez des patients immunodéprimés, mais pour une autre raison, et uniquement 8% chez des patients immunodéprimés. La méthode qui a été la plus utilisée, c'est l'histologie, dans 76% de cas, et dans 14% de cas, c'était la cytologie. Donc, on s'est intéressé, nous, l'anapathe, on aime bien la morphologie, donc on s'est dit, on a le microscope, on va voir quel aspect morphologique on peut distinguer si on a une collection importante, et c'est peut-être la collection la plus importante en anapathe du monde, comment se comporte la réaction inflammatoire tissulaire. Et donc, on a pu distinguer 4 formes histologiques. La forme granulomateuse, soit c'est une forme granulomateuse tuberculoïde typique, ça veut dire on a un granulome épithélioïde, cellule épithélioïde gigantocellulaire, il y a des cellules géantes, une nécrose casieuse au centre, ça ressemble beaucoup à une tuberculose. Soit c'est une forme qui est granulomateuse, il y a les cellules épithélioïdes, il y a les cellules géantes multinucléées, mais il n'y a pas de nécrose casieuse, donc c'est une forme granulomateuse, mais qui n'est tuberculoïde, mais qui n'est pas typique. Dans ce forme-là, les macrophages sont souvent activés, ça veut dire qu'ils sont en forme des cellules épithélioïdes, et il y a pas mal de lymphocytes, et c'est de type lymphocyte CD4+, LPAR. Et dans ce cas, les levures sont relativement peu nombreuses et localisées au niveau intracellulaire dans le cytoplasme des histiocytes. La deuxième forme, c'est la forme énergique. Chez les patients VIH, il y a peu ou pas de réponse tissulaire. Les macrophages restent inactifs. Il y a quelques macrophages, mais l'infiltrat, il est surtout lymphoplasmocytaire. Et dans ce forme-là, il y avait une abondance de levures intracellulaires, mais également extracellulaires. Et ce forme-là, on le trouve surtout, que les photos que vous voyez en haut et en bas, dans le tube digestif et surtout dans la biopsie colorectale. La troisième forme, c'est la forme mixte. C'est une forme intermédiaire entre la forme tuberculoïde granulomateuse et la forme énergique. Donc, il y a un infiltrant inflammatoire qui est plutôt modéré à dense, qui est polymorphe. Il y a un peu de tout. Et dans cette forme, là, c'est une localisation cutanée. Vous voyez, à droite, c'est une lésion cutanée complètement ulcérée avec un induit fibrinolycocytaire en surface. Et à gauche, c'est les levures. Et la quatrième forme, qui est le plus difficile à diagnostiquer, c'est la forme séquelaire. Et ce cas, on l'a diagnostiqué grâce aux renseignements cliniques détaillés du service de dermatologie, qui nous a dit qu'il s'agit d'un patient qui était VIH, qui était déjà traité pour une histoplasmose disséminée. Et si j'avais pas ces renseignements, j'avoue, la photo qui est à gauche, j'aurais jamais pensé qu'il s'agit d'une histoplasmose, parce que l'épiderme, il est un peu réactionnel, et le derme, il est très fibreux, d'aspect cicatriciel, mais j'aurais pas vu à l'écoloration standard qu'il y a des rares levures qu'on le voit à droite avec la flèche d'histoplasma capsulatum. Donc, il y a une fibrose cicatricielle prédominante. L'inflammation est globalement légère. Il y a quelques rares lymphocytes dans la photo à gauche et les levures sont rares. Donc, on se demande est-ce qu'il s'agit d'une vraie rechute ou une éventuelle réactivation de histoplasma préexistante.
Donc, dans cette étude, on s'est intéressé à la localisation de diagnostic, c'est-à-dire où était le diagnostic le plus fréquent. Et de façon étonnante, le tube digestif dans notre étude était la localisation la plus fréquente diagnostiquée en anapathe, je répète, en anapathe, en biopsie, avec 78 18 cas, et le forme intermédiaire dans le tube digestif était le plus fréquent, et suivi par les ganglions lymphatiques et la peau en troisième position. Mais globalement, si on prend l'ensemble des cas, c'est la forme tuberculoïde, ça veut dire granulome, épithélioïde et gigantocellulaire, était la forme histologique le plus fréquent. Donc, on s'est dit, OK, ça c'est l'histologie, et si on s'intéresse à la cytologie, nous on peut recevoir de cytologie de cirrhose, de fonction pleurale, acide, un LCR, LBA. Donc, on a fait une étude sur LBA sur 12 ans, et on a tombé sur 17 cas d'histoplasmose diagnostiqués en anapathe, et on a dit, OK, sur les papiers, ils nous disent, certains papiers qui disent que les levures font 1 à 3 microns, d'autres qui disent 2 à 6, d'autres 4 à 5. Donc, on s'est amusé avec un scanner de lame à mesurer les levures pour dire ce qui a été décrit le siècle dernier, est-ce que c'était vrai ou non. Et je vous garantis qu'on a jusqu'à minuit avec des collègues à mesurer des milliers et des milliers de levures. Et donc, je vous confirme que c'est entre 2 et 6 microns. Et là, il y a quelques exemples. Et donc, on est un peu nostalgique en anapathe, on aime bien la morphologie. On s'est dit, OK, là, on va s'intéresser à la disposition de levures, comment ces levures se disposent. Et on a pu distinguer 3 formes de patterns, on les appelait patterns ou types de localisation de levures. La première qui était à gauche, c'est des levures souvent isolées ou une petite chaîne de 3-4 levures. Au milieu, c'est des chaînes, au milieu en haut, c'est des chaînes plus longues, entre 5 et 10 levures. Et la troisième, c'est des levures qu'ils font en forme de rosette. On a dit ça fait une rose, plusieurs couches arrondies dans les cellules. Et nous, on pense, mais c'est théorique, que probablement même la forme de chaîne allongée, c'est probablement des macrophages qui sont explosés, le cytoplasme s'est déchiqueté et que ça fait des formes de chaîne un peu longues. Donc dans cette série, on a vu qu'il y avait 17 cas, dont 12 hommes et 5 femmes. Plus que la moitié avait un CD4 inférieur à 50. Et on a dit, OK, est-ce qu'il y a un lien entre le CD4 et le nombre de levures par champ au fort grossissement? Et ça, c'est quelque chose qui est connu au niveau mondial. Tous les anapathes aiment bien ce qu'on appelle le champ à fort grossissement. C'est un champ à 40, ça veut dire à 400 fois la taille normale d'un agent pathogène. Et donc, on a dit, OK, si à 400 fois, on compte les levures, et on a compté les levures, on a vu que quand le CD4 il est vraiment très bas, inférieur à 50, globalement, le nombre de levures était élevé, faisait entre 35 jusqu'à 122 levures par champ à fort grossissement. Et également, les levures étaient à la fois intracellulaires et extracellulaires. Et la forme ou le pattern qui était le plus fréquent, c'était celle de chaînes longues qui font plusieurs 5 à 10 levures. On avait aussi 3 cas chez des patients non immunodéprimés, qui est un qui était immunodéprimé mais non VIH, pardon, et il y a 2 qui étaient non immunodéprimés et non VIH. Et donc, c'est juste pour vous dire que finalement, on n'a pas trouvé une corrélation significative entre le nombre de CD4 et le nombre de levures, mais il y a une tendance que quand le nombre de CD4 est très bas, le nombre de levures est plus élevé. Une dernière diapo sur une étude qu'on a faite sur la méthode de diagnostic de d'histoplasma ou d'histoplasmose disséminée. Et entre 1981 et 2014, une étude multicentrique sur 349 cas, et il n'y avait que 14% des échantillons qui ont été dépistés par la cytopathologie, par la cytologie, dont moins de 10% de lavage broncho-alvéolaire et uniquement 8% de liquide céphalo-rachidien. C'est-à-dire le diagnostic a été fait essentiellement et grâce au laboratoire et aux cliniques, mais il y avait peu d'échantillons qui étaient envoyés en anapathe. Ça, c'est juste pour confirmer. C'est une étude qu'on a faite avec le professeur Naché qui est dans la salle. Et on a pris le nombre
des prélèvements qui étaient envoyés en NAPAT. Finalement, c'est l'histologie qui était prédominante. Ça veut dire qu'il y avait une tendance à envoyer des biopsies, surtout de type digestif, et en deuxième lieu, les ganglions lymphatiques et la peau. Mais la moelle osseuse, il y avait très peu de cas envoyés en NAPAT. Le message derrière ces diapos, que nous, on a un rôle complémentaire. Et oui, le NAPAT est en premier lieu pour la cancérologie, pour les des cellules malignes, mais également, on peut jouer un rôle complémentaire dans le diagnostic des maladies fongiques et dans l'histoplasmose, parce qu'on a une méthode qui peut être rapide dans les cas d'urgence thérapeutique. Notre technique, il est entre 2 à 4 jours. 2 jours si le renseignement clinique est complète et que l'histoplasmose ou la maladie fongique est évoquée cliniquement, ça nous permet de faire d'emblée les colorations spéciales. Et si ce n'est pas le cas, ça peut aller jusqu'à 4 jours. Donc il y a un intérêt peut-être de mise en place de protocoles de diagnostic clairs pour que l'ensemble des infectiologues, les cliniciens, les laboratoires et les ANAPAD font un diagnostic rapide. Et j'espère que j'ai pu vous convaincre d'envoyer plus en plus des prélèvements en ANAPAD en cas de suspicion d'histoplasmose. Merci au Dr. Drak Alcibac.